Bonjour et bienvenue, on va parler aujourd'hui de deux groupes qui sont nés dans les années 90 mais qui vont vraiment exploser et développer leur art dans les années 2000, c'est Muse et Radiohead. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de deux groupes importants qui ont vraiment marqué la décennie des années 2000, Muse et Radiohead. Muse est un groupe qui va naître dans les années 90 mais qui va vraiment connaître un succès considérable dans les années 2000. Alors un trio en fait qui s'articule autour de Matthew Bellamy. Matthew Bellamy qui va en fait grandir en écoutant notamment les disques préférés de sa mère qui est une grande fan du groupe Queen. Et c'est vrai quand on écoute ce que vocalement parlant va nous proposer Matthew Bellamy par la suite, eh bien on peut trouver des connexions effectivement entre Queen et la musique de Muse aussi bien au niveau vocal, mais aussi au niveau de l'aspect extrêmement complexe de la musique du groupe qui va, à travers le temps, de plus en plus complexifier, de plus en plus ajouter différentes couches et produire en fait des albums qui vont devenir de plus en plus exigeants aussi d'un point de vue technologique et d'un point de vue studio. Alors le groupe Muse va s'illustrer au début avec un premier album qui sort en 99, Showbiz, qui va se faire beaucoup remarquer, notamment grâce au morceau Muscle Museum, dont vous vous rappelez certainement, qui a fait le tour et les tours de toutes les radios en Europe. Muscle Museum et c'était le premier album Showbiz, où Muse va commencer à travailler avec un vétéran de l'enregistrement qui est John Leckie, qui travaillait déjà avec les Beatles dans les années 60, et puis avec l'album Origin of Symmetry en 2001, le groupe va vraiment réussir à obtenir ce qu'il veut, notamment en travaillant toujours avec John Leckie, mais aussi avec un certain David Bottrill, qu'ils vont engager, un producteur, parce qu'ils sont tout simplement fans du groupe Tool, et que David Bottrill, outre le travail qu'il fait avec Peter Gabriel à l'époque, est aussi l'ingénieur du son et le producteur du groupe Tool. Et donc ça va vraiment permettre l'utilisation de nouvelles technologies, de nouvelles façons d'enregistrer qui vont permettre au groupe de grandir, groupe qui grandira évidemment pendant toutes les années 2000 et les années 2010, qui est toujours extrêmement actif aujourd'hui, et qui a réussi finalement ce pari de construire finalement cette carrière fabuleuse aujourd'hui qui est devenue un groupe de stade. Quand on va voir Muse aujourd'hui, ce sont des concerts assez impressionnants devant un public extrêmement nombreux. Et bien, ce groupe a eu un très très bon début dans les années 2000, fin 90 et début 2000, avec ses albums, donc Showbiz et Origin of Symmetry. Des albums qui, Pierre, d'un point de vue studio, ont bénéficié aussi du début en fait de la technologie numérique, mais aussi finalement en retour quelque part aussi au son de l'analogique qui a fait les grandes lettres de l'histoire du rock dans les années 50, 60, 70 et 80. Eh bien, au niveau studio, Muse va travailler avec un producteur, ingénieur du son, un certain John Leckie, qui est un producteur qui a déjà une belle carrière derrière lui, parce que il va commencer sa carrière dans les années 60 à Abbey Road. Il aura l'occasion de travailler avec les stars de l'époque, avec Lennon, avec McCartney. Il va travailler aussi avec Pink Floyd. Et il a déjà une très belle carte de visite quand il va commencer à travailler avec Muse. Il vient de produire aussi un album avec Radiohead, Muse va travailler avec lui sans finalement trop s'intéresser à sa carrière et à prendre connaissance de ce qu'il a fait avant, parce que les gens de Muse ont déjà une très bonne idée de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent avoir comme son. Ils vont choisir à l'époque de travailler de manière analogique, c'est-à-dire en utilisant des bandes pour enregistrer leur musique, et donc ils vont aller dans des studios disposant de ce matériel. Tout simplement, c'est un choix qualitatif, on va dire, parce qu'à l'époque, on sait que l'informatique musicale, tout ça est encore en train de naître. Pro Tools, Cubase, les moyens d'enregistrement numérique ne sont pas encore aussi performants que maintenant, par exemple. Et donc, pour une raison de qualité de son, tout simplement, ils vont travailler vraiment de manière analogique. Ils vont se retrouver au studio Sawmill, qui est un studio anglais où a l'habitude de travailler
travaillé John Leckie. Ils vont aussi travailler au Rack Studio à Londres, qui est un très chouette studio disposant d'un piano. Et d'ailleurs, John Leckie dira en interview que par exemple pour enregistrer le piano sur le morceau Sunburn, il va utiliser par exemple des micros de l'armée. Il va retrouver des vieux micros de la Seconde Guerre mondiale qui étaient utilisés par les soldats. C'est un type de micro qui est un micro qu'on met sur la gorge, et plus que d'avoir un son réel de voix, c'est un micro qui permet de capter les vibrations, et il va notamment utiliser ce genre de micro sur le piano. Pour leur deuxième album, pour l'album suivant en tout cas, Original Symmetry, Muse va aller dans plusieurs studios. Évidemment, le succès est déjà au rendez-vous depuis quelques temps, et ils vont avoir vraiment les moyens d'aller à droite à gauche, d'aller au studio Abbey Road. À noter aussi, ils vont aller dans le fameux studio l'Astoria, le fameux studio de David Gilmour, la fameuse péniche qui se trouve sur la Tamise, pas très loin de Londres. Alors du point de vue de Radiohead, on a un groupe qui a déjà bien marqué les années 90 avec notamment l'album The Bends ou encore l'album OK Computer, mais dans ces années 2000, c'est un groupe qui va prendre un virage tout à fait étonnant, un virage où ils vont de plus en plus s'éloigner, on va dire, non pas du rock globalement, mais en tout cas de certaines sonorités, de certaines façons de faire du rock, c'est-à-dire, on va dire, basse, guitare, batterie. Ils vont de plus en plus s'éloigner un petit peu de ce modèle pour de plus en plus travailler sur le son des claviers, et notamment à travers l'album Kid A, qui sort en 2000, et qui est une véritable révolution musicale pour l'époque, grand succès, mais aussi un album où le groupe prend des risques, un album qui va aussi provoquer une certaine crise au sein de Radiohead, puisque Radiohead, c'est un groupe qui existe depuis le milieu des années 80, au début un groupe qui se forme au collège avec des personnes qui vont en fait prendre ce nom Radiohead en référence ou en hommage à un morceau du groupe Talking Head. Donc au début c'est un groupe qui a vraiment des influences très new wave, et puis qui va évoluer dans les années 90 évidemment avec les différents succès qu'ils vont connaître vers un son plus grunge, un peu plus sale quelque part dans leur production. Et là, en cette fin des années 90 et ce début des années 2000, Tom York, leader de Radiohead et chanteur, va avoir un petit peu marre en fait de faire toujours, on va dire peut-être la même chose, en tout cas de proposer du rock traditionnel, et il va vouloir, même s'ils avaient déjà fait des choses extrêmement complexes sur OK Computer et extrêmement conceptuelles, va vouloir en fait un peu quelque part balancer les guitares au profit des claviers, et en studio on va retrouver finalement tous les musiciens de Radiohead derrière leur PC, c'est un peu l'image de Kraftwerk où on voyait un peu des musiciens presque robotiques en train de travailler derrière des ordinateurs. C'est un peu ça qui va se passer pour la création de l'album Kid A. Mais ce sera une prise de risque extrêmement intéressante d'un point de vue artistique, puisque ça va vraiment permettre à Radiohead d'entrer dans cette nouvelle ère, d'entrer dans ce nouveau millénaire, en proposant quelque chose d'extrêmement intéressant qu'ils vont poursuivre d'ailleurs par la suite, notamment avec l'album Amnesiac, qui sera quelque part la suite des enregistrements de l'album Kid A, et qui va permettre finalement, on compare Muse et Radiohead, de séparer les groupes qui au départ avaient eu une carrière, on va dire, non pas similaire, mais ils avaient en tout cas le même genre d'influence, le même genre de construction. Par la suite, ce virage complètement électronique que va prendre Radiohead à ce moment-là va permettre aussi de séparer les deux groupes, et finalement, quelque part peut-être chez les fans de Muse, de continuer à avoir ce son rock qui leur plaisait peut-être au début de Radiohead, et chez les fans de Radiohead de partir en tout cas vers d'autres sonorités, même si on le sait, certains fans des débuts en tout cas de Radiohead, certains fans de l'époque de Creep, etc., vont avoir du mal avec ce tournant électronique que Radiohead va prendre à ce moment-là. Radiohead qui, contrairement à Muse qui avait travaillé un petit peu au début sur du matériel analogique, va travailler, lui, pour cet album très électronique, en digital, comme Pierre va nous l'expliquer tout de suite.
Alors d'un point de vue studio, production, avec Radiohead, ben voilà, on est dans quelque chose d'assez différent de Muse parce que eux vont faire le choix, contrairement à Muse, de travailler véritablement avec l'informatique, avec les moyens de l'époque, avec Pro Tools notamment, qui n'est pas naissant mais qui est quand même un peu encore à ses débuts, avec Cubase, le fameux programme d'édition et de travail pour utiliser des synthétiseurs en MIDI. Et donc ils vont véritablement faire un travail d'orfèvre sur cet album Kit A en utilisant différents moyens de production. Ils vont aussi d'ailleurs vouloir acheter leur propre matériel pour être indépendants. Ils vont aller évidemment dans plusieurs studios au départ et puis ils vont véritablement vouloir posséder leur propre studio, leur propre home studio, de manière à expérimenter plus tranquillement les choses et à pouvoir travailler avec leur producteur Nigel Godrich qui va véritablement jouer un rôle très important dans la mise en place et dans la mise en œuvre du son de Radiohead. Radiohead, pour cet album, va travailler avec des boîtes à rythme, avec de l'électronique pour recréer des rythmes, beaucoup de boucles évidemment. Ils vont utiliser des samples aussi issus d'émissions radio. On sait aussi que Tom York va vouloir vraiment travailler le son de sa voix parce que quelque part, il est un peu lassé de sa propre voix et pour changer, il va véritablement mettre beaucoup d'effets sur cet album. On sent que les sons sont véritablement travaillés. La voix, il y a des modulations, il y a des systèmes pour faire fluctuer le son de la voix dans les différents morceaux. Ils vont aussi utiliser des synthétiseurs old school comme les ondes Martenot qui vont permettre d'avoir un son très original pour certains morceaux. La guitare va être quasiment inexistante, elle va être remplacée par beaucoup de claviers et de sonorités différentes qui permettent vraiment de donner à cet album quelque chose de très texturé, de très particulier pour l'époque. Et cet album va véritablement être un succès, ou en tout cas considéré vraiment comme un de leurs tout meilleurs albums au niveau production, au niveau originalité, parce que ils apportent vraiment quelque chose d'encore inédit dans la manière de transformer ce son, qui est un son à la base un peu rock, mais ils en font vraiment quelque chose, un mélange, un métissage de rock et de musique électronique à leur sauce. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre cycle sur l'histoire du rock et des années 2000, avec un zoom la semaine prochaine sur deux groupes extrêmement importants de ce nouveau millénaire. Ce seront les groupes Queens of Stone Age de Josh Homme, le groupe américain, et puis un groupe made in Canada, Arcade Fire, qui va aussi avoir à ses débuts notamment un petit coup de pouce de David Bowie.